Hola a todas y todos y bienvenidos a México. Comment ça va? J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas parlé ici et de toute façon c'est vrai puisque j'ai pris une pause par rapport à YouTube pour me reposer mais également parce que je voulais avoir du temps pour avancer mes nombreux projets et je pense que vous allez voir il y a du lourd qui arrive dans ma vie en général. Hashtag troisième immeuble de rapport en cours. Mais surtout, vous l'avez vu de par ce contexte exotique, mais également par rapport au titre de la vidéo, je suis en train d'acheter un appartement au Mexique. Enfin, plus exactement, on achète un appartement à plusieurs au Mexique, mais vous allez voir, vous allez tout comprendre parce que je vais vous partager toute cette expérience d'achat à l'étranger, vous donner les chiffres et par la même occasion, vous partager un peu ce petit road trip qu'on fait avec mon chéri parce que je vais signer l'appartement d'ici quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo. On en profite pour passer quelques vacances en amoureux avec mon chéri dans plusieurs endroits qu'on avait très envie de découvrir. Et le dernier endroit où on va terminer notre trip, eh bien, c'est tout simplement la ville de Tulum parce que c'est là où j'achète l'appartement avec des copains et du coup c'est la dernière étape, c'est la signature et c'est la remise des clés et surtout bien évidemment vous faire le tour de l'appartement quand j'y serai. Je vous cache pas que je suis super excitée et un peu émue aussi parce que cette vidéo, ce voyage, ce sont l'aboutissement d'une aventure qui a commencé il y a un an et demi, plus d'un an et demi. Et ça y est, enfin, après moult péripéties, vous allez le voir, eh bien on arrive au bout. Et je suis hyper heureuse d'enfin voir se concrétiser un projet comme ça, qui était quand même un pari assez fou, je dois vous le dire. Donc c'est parti, je vous explique toute cette aventure par rapport à l'achat d'un appartement à Toulouse, mais bonne vidéo! Notre histoire remonte donc en 2020 pendant le premier confinement. Ce n'est un secret pour personne, j'ai fait la formation de Christopher Van Gun. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de copains investisseurs via le groupe privé et au fur et à mesure du temps forcément et que les affinités se créent, on s'est dit avec plusieurs copains qui avaient déjà investi en France tout comme moi que ça serait sympa de se donner un nouveau challenge et d'investir ensemble à l'étranger. Notre but étant d'avoir un bien où on pourrait chacun passer des vacances tous les ans et qu'on mettrait en location courte durée le reste du temps. Et pourquoi acheter à plusieurs, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement pour une histoire de budget et pour diluer notre risque. Car oui, investir à l'étranger, c'est risqué parce qu'il peut se passer des dizaines de choses qu'on ne maîtrise pas et c'est pas du tout comme avoir un bien immobilier en France où, à la limite, même si vous n'êtes pas à côté, si vraiment il y a un gros problème, vous pouvez toujours sauter dans la voiture et faire quelques heures de route. Là, le moindre petit problème prend une toute autre ampleur parce que vous êtes à des milliers de kilomètres de chez vous. Et il nous a semblé évident qu'il ne fallait pas prendre un risque supplémentaire en passant via un crédit bancaire. C'est pourquoi nous avons décidé que cet investissement, nous le ferions en cash via nos fonds propres en nous associant à 5 personnes avec un budget compris pour l'achat entre 100 et 150 000 euros, soit 20 à 30 000 euros par personne. Au départ, on n'avait pas de pays précis en tête, on voulait se laisser la porte ouverte et on s'est laissé la possibilité de chacun dire dans quel pays éventuellement on aimerait avoir un pied-à-terre. Il y avait le Sri Lanka, le Costa Rica, l'île Maurice, etc. On s'est donc réparti l'analyse des différents pays qu'on avait sélectionnés entre nous. On s'est intéressé au tourisme dans la région, à la qualité et au prix des logements, à est-ce que ça pouvait être un investissement rentable et aussi on a regardé si la politique, le processus d'achat et la fiscalité étaient intéressants pour des étrangers ou pas. Et au final on est tombé d'accord sur Bali, qui cochait quand même pas mal de nos critères et on a commencé tranquillement à prendre des contacts avec des agences immobilières locales en se disant qu'on allait venir prospecter à plusieurs le jour où les frontières rouvriraient. Sauf qu'on a patienté, que les mois ont passé et qu'on s'est rendu compte que Bali ne comptait absolument pas rouvrir ses frontières avant un bon moment. Ça nous a donc obligés à mettre ce projet de côté pendant quelques temps. Et j'ajouterais que parallèlement à ce problème de frontières, il y avait tout de même un argument qui jouait en la défaveur de Bali. À savoir que c'est une destination dont on entendait déjà énormément parler depuis plusieurs années en ce qui concerne l'investissement immobilier et que les prix avaient déjà explosé depuis quelques temps. Du coup, du point de vue investissement pur et rentabilité locative, ça aurait pas été top.
L'opportunité d'investir au Mexique s'est finalement présentée à nous fin 2020 alors que Christopher y séjournait et a partagé au groupe privé sa volonté d'y investir via une société de promotion immobilière du nom de Mystique qui est dirigée par un Français qui est expatrié là-bas depuis plusieurs années. Cette société elle a plusieurs projets de construction dans plusieurs zones du Yucatan et plus particulièrement dans la ville de Tulum, une station balnéaire qui est en train de se développer à vitesse grand V. Et au moment où on a eu ce tuyau, elle venait tout juste de commencer les travaux des fondations de sa nouvelle résidence. Donc forcément, de notre côté, on y a vu une superbe opportunité puisqu'on avait passé des mois à discuter de notre projet tous ensemble. Avant ça, on était prêts à passer à l'action. Et surtout, cette fois-ci, c'était l'occasion pour nous d'investir avant tout le monde, à la différence de Bali, dans un marché qui était encore jeune et avec de belles perspectives d'évolution à la hausse. Nous nous sommes donc rapidement positionnés sur un grand studio de plus de 30 mètres carrés situé au dernier étage de la résidence Mystic Gardens. On a acheté sur plan au tout début de la phase de construction, ce qui nous a permis d'acheter moins cher que si l'appartement existait déjà. Et on a également mis un apport important à la signature du contrat, 50% de la somme, ce qui nous a permis d'avoir une petite ristourne en plus sur le prix d'achat, de mémoire 16%. Quant au reste de la somme, il a ensuite été étalé sur la durée du chantier. On a réalisé des versements tous les 3 mois. C'était défini dans le contrat au fur et à mesure de l'avancée de la construction. Un point qui je pense va fortement vous intéresser maintenant, c'est combien nous a coûté notre investissement. On commence avec le prix d'achat du studio qui s'élève à environ 120 000 $ américains. Viennent ensuite les frais d'acquisition pour environ 10 000 $ qui sont répartis de façon similaire à ce qu'on peut trouver en France entre les frais de notaire et les taxes. Ensuite, cet appartement, il a bien sûr fallu le meubler et le décorer et plutôt que de le faire nous-mêmes, ce qui ok aurait été moins cher mais bien évidemment n'était pas pratique étant donné que on n'est pas sur place, ou bien de passer par le pack de meubles qui était proposé par Mystique mais qu'on trouvait honnêtement assez basique et très cher pour tout vous dire, on a préféré passer par les services d'une décoratrice qui pouvait s'adapter à notre budget et qui nous a fait plusieurs propositions en fonction de nos envies. Sa prestation qui comprenait également la réception et l'installation de tous les éléments nous a coûté 1 500 $, auquel on a rajouté 145 000 pesos pour les meubles, l'électroménager, la vaisselle, etc. Et pour ce qui est du linge de maison, c'est-à-dire tout ce qui correspond aux parures de lit, aux différentes serviettes, en quantité suffisante bien évidemment pour assurer les rotations entre plusieurs locations, on est passé par une société spécialisée qui est habituée à travailler avec Mystique et qui nous a coûté du coup 11 000 pesos pour le tout. Et enfin, il a fallu rajouter quelques centaines d'euros par personne pour tout ce qui correspond à la partie administrative, procédure, j'ai envie de dire. Au final, en prenant en compte les différents taux de change entre les différentes monnaies au moment des différents paiements, on arrive à un projet global à environ 125 000 €. Sachant que les premiers échanges avec Mystique ont eu lieu fin décembre 2020 et que j'ai signé l'acte authentique le 1er juillet dernier, ce sont donc 25 000 € qui ont été investis par personne sur une période d'1 an et demi. Et vous verrez un peu plus loin dans la vidéo qu'il a fallu avoir le cœur bien accroché pendant cette période. Cet appartement mexicain est un investissement intéressant pour plusieurs raisons et tout d'abord parce qu'on a un potentiel de plus-value élevé. On estime en effet pouvoir faire une revente à plus 50% à moyen terme, donc d'ici environ 5 ans. Pour cela, on a pris plusieurs facteurs en compte, à commencer par
la localisation, qui est un des points les plus importants en immobilier. Et en effet, la résidence, elle est très bien placée sur un axe qui mène directement aux plages et aux beach clubs les plus huppés de la ville. Ensuite, encore une fois, grâce au fait qu'on se soit positionné relativement tôt dans un marché qui est en perpétuelle augmentation, les prix des terrains et des appartements augmentent de plusieurs pourcents par an. Et d'ailleurs, à titre de comparaison, quand je suis allée signer pour l'acte final, ils étaient justement en train de vendre un autre studio, mais qui était construit cette fois-ci pour 146 000 $. Ensuite, la qualité de la construction et l'originalité de la résidence ne sont bien sûr pas à négliger, et c'est vrai que là on est sur une résidence qui, je trouve, a quand même de la gueule, désolée du terme, sauf que malheureusement on a appris il y a plusieurs mois qu'il y avait un projet pour une deuxième résidence Mystic Gardens qui était en train de se faire. Ce qui nous a un petit peu agacé parce qu'on pensait être les seuls à avoir un appartement dans ce type de résidence. Et au final, ils en font une autre. Donc ça nous a un peu froissé. Et enfin, un autre point qui est important, on a fait exprès d'acheter un appartement au dernier étage, comme ça on a une vue dégagée sur les alentours, sur la jungle, sur le coucher de soleil aussi d'ailleurs, et bah forcément ça fait un avantage supplémentaire par rapport à des appartements qui sont similaires mais à des étages inférieurs. Pour ce qui est du rendement locatif maintenant, l'appartement venant d'être livré, je n'ai évidemment pas encore de chiffres concrets et réels à vous donner, mais ce que je peux vous dire c'est que les réservations commencent doucement à se faire, donc c'est plutôt encourageant. En revanche, je peux vous partager les estimations de revenus locatifs que Mystic nous avait fournies il y a environ 1 an et demi en se basant sur un prix à la nuitée et un taux de remplissage réaliste quand même, sinon ça n'a aucun sens. On arrivait à un revenu net d'environ 12 000 $ par an, une fois retirés tous les frais de fonctionnement et les commissions de la conciergerie. Considérant notre investissement de 125 000 € ainsi qu'un taux de change euro-dollar proche de 1 pour 1, on va arrondir quand même, on arrive donc à une rentabilité nette de 9,7% avant impôt. On espère en revanche pouvoir arriver un peu au-dessus de ce chiffre si le tourisme continue de se développer parce que, en effet, depuis quelque temps, Tulum devient vraiment le point de passage obligé pour les personnes qui viennent visiter le Yucatan, que ce soit pour voir les cénotes, les temples, la plage ou encore faire la fête. Et il y a encore de belles perspectives d'évolution avec les projets qui sont en cours, à savoir le train Maya et l'aéroport international de Tulum. Mais à nouveau, cet achat est également un investissement plaisir. Et c'est assez fou de le dire à voix haute comme ça, mais mes amis et moi, nous avons maintenant un pied-à-terre à l'étranger entièrement payé. Et on s'est mis d'accord pour pouvoir chacun en disposer 2 semaines par an, hormis pendant la période haute, parce qu'il faut quand même que ça reste rentable. Mais avouez tout de même que c'est plutôt cool. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant au moment de la vidéo que je pense vous attendez avec impatience depuis le début, à savoir la découverte de la résidence et de l'appartement. Donc je vous laisse avec les images que j'ai tournées là-bas, je vous laisse profiter des vues, et puis moi je vous retrouve juste après pour une partie très importante, donc restez bien jusqu'à la fin, concernant toutes les galères, les mésaventures qu'on a eues tout au long de ce processus d'achat. Parce qu'il faut parler des problèmes aussi, il n'y a pas que les choses trop bien. Bon, vous êtes prêts? Bienvenue
maintenant temps que je vous raconte les grosses galères auxquelles on a dû faire face pendant tout ce processus d'achat. Je vais pas vous mentir, ça a été éprouvant. Pour commencer, acheter à plusieurs, ce n'est vraiment pas évident parce que quoi qu'on en dise, on a beau être sur la même longueur d'onde et avoir le même objectif au départ, du fait que chacun ait sa propre personnalité, son propre caractère, quand arrivent les moments de stress et de tension, ça peut vite faire des étincelles. De mon côté, dans les derniers mois où il a fallu discuter du choix de la décoration ou encore gérer les démarches notariales, je me suis sentie assez frustrée parce que j'ai eu le sentiment à plusieurs reprises qu'on n'était que 2 ou 3 sur les 5 personnes à pousser pour que le projet avance. Non pas que les personnes ne faisaient pas les démarches de leur côté, et d'ailleurs je me serais jamais lancée dans un énorme projet comme ça si j'étais pas sûre des personnes avec lesquelles j'investissais, mais disons plutôt qu'elles ne le communiquaient pas, ce qui par moments pouvait donner l'impression qu'elles attendaient un peu que les choses se fassent. Et c'est vrai que quand on est du côté moteur du projet, le fait de devoir régulièrement relancer les gens pour avoir des nouvelles ou encore avoir le sentiment parfois de pas pouvoir forcément se reposer sur ses associés quand soi-même on n'est pas au top, eh bien forcément c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et c'est beaucoup de charge mentale qui aurait pu être évitée. Donc si jamais vous voulez investir en plusieurs un jour, petit conseil, la communication c'est la clé. Pour continuer sur le côté humain, nous avons rencontré pas mal de problèmes avec le premier commercial de Mystique qui s'est occupé de notre achat. À partir du moment où on a signé le contrat, on a commencé à sentir qu'il y avait de la négligence dans le suivi de notre dossier et notamment au niveau bancaire. Je m'explique. Je vous ai raconté qu'on a dû payer 50% de la somme à la signature du contrat. C'est ce qu'on a fait. On a chacun fait un virement de mémoire de 9000 $, quelque chose comme ça. Chacun individuellement, comme ça on commence à répartir à part égale l'achat. Ensuite, on a fait un premier virement. Il y a une personne qui a fait le premier virement pour tout le monde pour minimiser les frais bancaires et on se disait que tous les 3 mois, on changerait de la personne qui ferait le virement. Comme ça, à la fin, on arriverait à des parts égales. Sauf que quelques semaines après ce premier virement de la première personne, le commercial nous a annoncé qu'en fait, le virement n'était pas arrivé. Et d'ailleurs, il en a profité pour nous raconter que 2 des premiers virements des 50% d'acompte n'avaient pas été reçus non plus. Ça a été le début de semaines et de mois infernaux pendant lesquels le commercial n'a pas arrêté de demander à mes amis des justificatifs de virement. Donc à la limite, une preuve de virement, il n'y a pas de souci. Mais après, il a demandé des documents spéciaux à la banque qu'il a fallu payer parce que c'est pas des documents que la banque est censée vous donner généralement. Donc pour tracer l'argent, etc. pour bien prouver leur bonne foi tout simplement. Et nous de notre côté, on lui disait mais tu peux revérifier dans les comptes de Mystique que l'argent, qu'il n'y a pas une ligne qui a été oubliée, etc. Et à chaque fois, il disait bah oui, j'ai vérifié, mais je trouve rien. Sauf qu'aujourd'hui, où tout est informatisé, l'argent ne peut pas se perdre. C'est quasiment impossible. Quand vous faites un virement, l'argent, il part d'un point A, il va à un point B et vous connaissez sa trajectoire. S'il y a un problème avec l'intitulé que vous avez fait dans votre virement concernant le point B, etc., l'argent, il finit par revenir chez vous. On l'a expérimenté également. L'argent, au bout de quelques jours, il revient. Et étant donné que l'argent, il n'était pas revenu chez nous, eh bien, il était forcément arrivé là-bas. Et au bout d'un moment, à force de se voir demander des justificatifs toujours plus loufoques, toujours plus poussés, alors qu'il n'y a pas de raison, vraiment, on a commencé à se dire, mais en fait, on se fout de nous, vraiment. Et on a commencé forcément à croire à une arnaque. D'autant plus qu'il y a d'autres groupes de Français qui voulaient acheter des appartements qui ont commencé aussi à avoir quelques soucis. Pas forcément les mêmes soucis que nous, mais je pense qu'en termes de compréhension sur certains aspects, il y avait des problèmes. Par contre, attention, il y avait aussi des groupes qui étaient clairement pas préparés à investir à l'étranger ensemble, ça c'est d'autres soucis. Mais bref, la situation générale a fait que il y a un contexte qui a commencé à faire beaucoup de bruit. Et globalement c'est monté assez haut et il y a des coups de pression qui ont fini par être mis à Mystique. Et d'ailleurs moi je dois vous avouer que même à l'époque où j'avais beaucoup moins d'abonnés que maintenant, j'étais prête à les pourrir sur internet si vraiment je me faisais arnaquer. Donc voilà, tous les moyens sont bons au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et au final, Mystique a réglé le problème.
On nous a pas forcément donné d'explication, mais on en est plutôt arrivé à la conclusion la plus logique, à savoir que en effet c'était bien le commercial qui avait mal fait son travail, tout simplement parce que il gagnait beaucoup plus d'argent à faire signer des contrats à des clients qu'à faire le suivi après. Et en fait l'argent depuis le départ était correctement arrivé, sauf que c'était pas la somme exacte qui avait été virée qui était arrivée. On a fait des virements de 9500 $, sauf que il y a quelques frais qui sont prélevés des fois par des banques intermédiaires ou par la banque où l'argent arrive. Donc c'était pas 9500 $ qui arrivaient, c'était 9463. Et du coup le rapprochement n'avait pas été fait. En tout cas, ça nous a permis de voir qu'au Mexique, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus à la cool qu'en France. Bien évidemment, nous aussi, on a fait une erreur parce qu'on a laissé traîner la situation. On aurait dû prendre direct un avocat et direct dire il est où notre argent et c'est à vous de nous fournir des preuves. Bref, par la suite, les virements se sont beaucoup mieux passés. J'ai fait mon virement, 4 jours après, c'était arrivé, j'avais le justificatif, bam, nickel. Sauf que, à peu près 8 mois avant l'achat, donc fin 2021, on a commencé, malgré nos relances, à ne plus avoir de nouvelles de notre commercial. Vraiment, c'était silence radio, alors qu'on commençait à se poser des questions sur la décoration, la livraison, comment ça allait se passer, etc. Et du coup, comme on n'avait pas de nouvelles, au bout d'un moment, on a recontacté Mystique par d'autres moyens, via le numéro qui est sur leur site internet, et ils ont fini par nous attribuer un nouveau commercial. Alléluia, avec lequel par la suite ça s'est beaucoup mieux passé parce que lui il a été super carré, super pro et super réactif. Donc ça je peux vous dire que ça nous a beaucoup rassurés parce que franchement le premier ne nous mettait pas du tout en confiance. Et d'ailleurs il nous a appris que le premier commercial avait en fait quitté la société depuis quelques mois, donc c'est pour ça qu'on n'avait plus de nouvelles et notre dossier n'avait pas été repris. Donc on avait bien fait de rappeler, mine de rien. En tout cas voilà, comme en France, s'entourer de bons professionnels c'est crucial et on a eu de la chance encore une fois de tomber sur le deuxième commercial qui était super. Et je rajoute d'ailleurs également qu'on a eu également une très bonne expérience avec notre décoratrice qui nous avait été conseillée par le premier commercial pour le coup, donc on avait un peu peur au début, mais en fait pareil, elle a été super pro, super carrée, elle nous tenait au courant dès qu'il y avait des petits changements, etc. Vraiment elle était au top. Je terminerai cette section un peu plus tard avec une nouvelle anecdote concernant l'humain et la communication qui ne font pas toujours bon ménage, mais en termes de chronologie, ça me semblait beaucoup plus juste de vous parler des galères administratives qu'on a eues, notamment en ce qui concerne les procurations. Toutes ces démarches ont été un gros casse-tête et on a clairement sous-estimé le temps qu'elles prenaient et du coup on a dû faire énormément de choses dans l'urgence. À savoir qu'au départ une autre personne du groupe était censée se rendre à la signature finale. J'ai donc commencé à faire les démarches pour la procuration, j'ai envoyé mon dossier, j'ai rempli des documents, j'ai contacté une interprète français-espagnol pour m'accompagner au rendez-vous à l'ambassade du Mexique à Paris, j'ai posé un RTT, j'ai pris un train aller-retour, etc. Cette journée de rendez-vous s'est avérée assez cocasse. Déjà, le fait de me dire tu sais meuf que t'es en train de poser un RTT pour faire l'aller-retour dans la journée à Paris pour aller signer tes documents officiels à l'ambassade. Je me disais mais qui suis-je? Où suis-je arrivée dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? C'est incroyable. Mais surtout, je suis arrivée à la mauvaise adresse. Je suis allée à l'ambassade du Mexique dans le 16e et en fait c'était au consulat du Mexique que je devais me rendre. Donc mon interprète a fait tampon, elle a dit à la personne de l'ambassade s'il vous plaît attendez là, elle en a pour 10 minutes, un quart d'heure, j'ai sauté dans un taxi, j'en pouvais plus. Mais ils ont été très gentils, ils ont accepté de m'attendre pour le rendez-vous. Une fois mes émotions passées, la personne nous a accueillis dans le bureau et nous a expliqué la procédure. Elle allait imprimer un document qui était un brouillon de la procuration qu'on pourrait lire tranquillement afin de vérifier toutes les informations, d'éventuellement corriger s'il y avait des coquilles et après elle imprimerait le document officiel que je devrais signer et qui sera la vraie procuration. Sachant bien sûr que la moindre erreur sur le document entraînerait sa non-validité chez le notaire mexicain. On a relu le brouillon avec mon interprète et devinez quoi? Il y avait une erreur sur l'adresse du bien, qui est quand même un élément vachement important d'une vente immobilière, vous en conviendrez. Sur le document d'achat, il y avait une adresse, par exemple le 22 rue machin, et sur Google, parce qu'on s'est dit on va quand même vérifier au cas où, mais il n'y a pas de raison, il y avait peut-être le 16 rue machin. Et là tu dis oui mais
j'ai pas de moyen de vérifier lequel est bon. Je sais pas si c'est Google qui se trompe ou si c'est le document. Donc à partir de là, on a dit on va arrêter la procédure, je vais pas faire des frais pour rien, je vais pas prendre le risque de faire une procuration qui serait peut-être pas bonne. On a décidé d'arrêter la procédure et que je trouve une réponse à cette question, quelle est la bonne adresse, et à ce moment-là, on replanifierait un rendez-vous. J'ai donc posé un RTT, engagé des frais et je suis montée à Paris pour rien, entre guillemets, sauf que ça a été très utile puisque suite à ça, on a posé la question à notre deuxième commercial, le nouveau qui est carré cette fois-ci, du coup, c'est quoi la bonne adresse? Il a regardé et dit ah bah aucune en fait. Sur le contrat il y a une erreur et sur Google c'est pas la bonne non plus. Bien les gars, en fait on n'avait aucune possibilité d'avoir par nous-mêmes la bonne adresse de la résidence. Et je peux vous dire que sans la vigilance de la dame de l'ambassade, eh bien ça serait passé totalement inaperçu. Il y a quelqu'un qui serait arrivé au Mexique avec des procurations qui n'auraient pas été valides. Nous avons donc fait un avenant à notre contrat d'achat afin de corriger cette erreur et on en a profité d'ailleurs pour corriger d'autres toutes petites erreurs qu'on avait laissé passer pour le coup et on s'est dit mais en fait on a été nuls parce que au tout début on pensait que Mystique avait l'habitude de faire des contrats, qu'il n'y avait pas de soucis et tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout été aussi consciencieux qu'on aurait dû l'être. On avait été beaucoup trop laxiste, donc mea culpa. Mais au moins, on a corrigé notre erreur et ça nous a permis par la suite d'avoir un contrat qui, pour le coup, était clair et on était sûr des infos. Au final, ça a été un mal pour un bien, mais un énorme contretemps, ce qui a fait que toutes les démarches des procurations de mes collègues ont été décalées également. Ça a décalé nos démarches notariales et résultat, on n'aurait jamais été prêt pour signer mi-mai. Donc on a repoussé la signature à plus tard dans l'été. Et la seule personne qui pouvait assez facilement se libérer vers fin juin, début juillet, c'était Bibi. Donc c'est pour ça qu'au final, c'est moi qui suis venue au Mexique pour signer. Quatrième et dernier problème majeur que nous avons rencontré lors de notre achat au Mexique, ça a été tout ce qui correspond aux démarches notariales et surtout la communication avec notre notaire mexicain. Déjà, il faut dire qu'on l'a trouvé un petit peu à l'arrache tout simplement parce qu'on a appris très tard dans le processus que le notaire de Mystique refusait de s'occuper d'une vente où il y avait plus de 3 acheteurs. Donc on a dû trouver un notaire en urgence et le seul qui nous a répondu, c'est celui avec lequel on a bossé. Je vous rassure, c'est un notaire tout ce qu'il y a de plus légal et enregistré auprès du gouvernement mexicain. Non, le problème c'était vraiment qu'on avait énormément de mal à obtenir des réponses claires à nos questions et on devait souvent le relancer sur certains points pour avancer. Pour vous dire à quel point on avait l'impression qu'il n'avait pas conscience de l'échéance et qu'il était vraiment à la cool, à la mexicaine, on a passé vraiment des semaines avant ma venue à lui demander c'est bon, là maintenant, est-ce que tu as tous les documents, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on doit te fournir et tout, tu nous dis, on te le fait, il n'y a pas de souci. Et il nous disait à chaque fois, non c'est bon, là j'ai tout ce qu'il faut, j'attends juste une réponse de la banque, mais ça va arriver, pas de problème. Donc ok, pas de problème, moi ça veut dire que je peux partir tranquille au Mexique, profiter de mes vacances. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire que moi, j'avais vraiment prévu dans ma tête que une fois que je décollais de Paris, je ne m'occupais plus de rien parce que je considérais que j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir. Après, j'avais plus les cartes en main pour que ça se passe bien ou pas. Et en fait, au tout dernier moment, il s'est mis à nous demander des documents qu'il n'avait jamais mentionnés jusqu'alors. Pour tout vous dire, jusqu'à la veille de ma venue à Tulum, je savais pas si j'allais pouvoir signer. Et au final, j'ai reçu un SMS à 22 h qui me disait « On prend rendez-vous demain à 13 h pour signer ». Vous vous rendez compte de l'état de stress dans lequel j'étais ? Et au final, j'ai dû passer au moins 3 heures chez lui en mode machine de guerre, hyper concentrée, à vérifier encore une fois que toutes les informations étaient bonnes, à tout signer, etc. Je suis sortie, j'avais la tête comme ça, comme un ballon, j'étais épuisée, j'avais pas déjeuné et surtout j'avais du mal à réaliser que ça y est, c'était fait. Après ça, on a été récupérer les clés de l'appartement auprès de Mystique parce qu'on avait prévu de passer 3 nuits sur place. Après toutes ces émotions, j'allais enfin pouvoir en profiter un petit peu. Et je vous assure que même une fois que je voyais enfin physiquement l'appartement, que j'étais dedans, mais j'ai mis des heures à intégrer l'information que non, ce studio, c'était pas juste une location de vacances comme ça. C'était chez nous. Et ça, c'était incroyable.
Bref, si aujourd'hui vous vous posez la question d'acheter à l'étranger, sachez que je ne le recommande à personne qui n'a pas les reins très solides financièrement parlant, qui n'a pas déjà investi en France et qui n'est pas à 300% conscient des démarches et des procédures dans lesquelles il s'embarque et de tous les aléas qui vont avec. Pendant les moments de galère, on se disait avec les copains que on en rigolera le jour où on sera dans l'appartement avec un verre de pina colada à la main à regarder le coucher de soleil sur la jungle. Mais franchement, avec le recul, si c'était à refaire, je suis pas sûre qu'on le ferait en fait. Principalement parce que ça a été beaucoup de soucis qu'on s'est fait pour, entre guillemets, que 25 000 € investis par personne. Et encore, je vous dis ça alors que nous sommes des investisseurs relativement expérimentés et avec des épaules bien solides. Mais quoi qu'il en soit, ça a été une expérience extraordinaire. Pour ma part, si on m'avait dit un jour que j'achèterais un bien à l'étranger, j'aurais dit non mais t'es fou ou quoi? Très formatrice, super formateur comme expérience. Je pense que si un jour on se dit allez on refait quelque chose, il y aura plein de choses qu'on fera différemment et surtout maintenant on va enfin pouvoir passer à une nouvelle étape, enfin pouvoir profiter de notre bien et commencer surtout à tirer les fruits de tous nos efforts financiers qu'on a fait pendant 1 an et demi. Et d'ailleurs, si vous envisagez de faire un saut à Tulum, un de ces 4, je vous invite très chaleureusement à penser à réserver dans notre appartement. Donc, je vous mets le lien du Airbnb en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller le checker et le mettre dans vos favoris surtout. Et oui, pour les mauvaises langues, je suis totalement en train d'utiliser ma communauté pour gagner un maximum de cash flow. En tout cas, j'espère que ce retour d'expérience complet sur mon achat à l'étranger vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. De mon côté, après une grosse pause bien méritée, ça y est, je fais ma rentrée sur YouTube et je pense que ce qui arrive dans les mois à venir va beaucoup vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!